Le monde est-il menacé de graves pénuries? Les vulnérabilités, en tout cas, se multiplient et cela commence à toucher de nombreux secteurs. Renaud Duterme dresse dans un livre l'état de la raréfaction des ressources naturelles nécessaires à nos sociétés, disons-le productivistes, et il en tire les conséquences en ce qui concerne nos modes de vie. Bonsoir Renaud Duterme. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes enseignant en géographie en Belgique. Votre livre, il a pour titre Pénurie, quand tout vient à manquer. C'est aux éditions Payot. Alors, il y a beaucoup d'événements qui vous ont donné envie d'écrire ce livre. La pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, mais aussi un événement qu'on pourrait penser pas plus anodin, mais en tout cas d'une moins grande ampleur que les deux précédents que j'ai cités. C'est le blocage du canal de Suède. Et pas actuellement avec les attaques des Houthis en mer Rouge. Racontez-nous. Oui, mais certains téléspectateurs s'en souviennent peut-être. Donc un porte-conteneur géant qui transportait tout ce dont on est habitué à trouver quotidiennement s'est retrouvé bloqué et encombrant donc cette voie assez stratégique puisque des dizaines voire des centaines de bateaux passent par là quotidiennement et ces bateaux donc sont vraiment une pièce angulaire de notre système de consommation d'approvisionnement qui s'est largement mondialisé, puisque ces bateaux transportent tous les biens, que ce soit manufacturés ou non, que nous consommons, des biens alimentaires, des biens énergétiques également, puisqu'on a aussi des tankers pétroliers. Et cet épisode a été relativement court quand on y réfléchit, parce que le blocage a duré plus ou moins 6 jours. Et donc, la majorité des gens n'ont pas perçu dans leur quotidien les conséquences de ce blocage-là. Mais pour moi, ça m'a beaucoup frappé, parce que ça a mis en évidence aussi la vulnérabilité et le fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent ce qu'on appelle à flux tendu. C'est-à-dire que avec les progrès liés à la conteneurisation, liés également au transport routier, etc., le transport est relativement bon marché. Et en fait, il revient moins cher pour les entreprises, pour les magasins, pour les particuliers, de se faire acheminer ce que nous consommons quotidiennement plutôt que de faire des stocks. Et le système marche relativement bien. Si tant est que la fluidité est à l'œuvre. Et dès qu'on a un petit blocage comme celui-ci, les conséquences peuvent être dramatiques et peuvent aussi être en chaîne. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces conséquences durent bien plus longtemps que l'événement en lui-même. Je prends toujours, pour comparer, je compare toujours ça à un embouteillage sur un accident de voiture sur une voie rapide qui provoque un embouteillage de plusieurs kilomètres. Eh bien, le dégagement de l'accident ne signifie pas la fin de l'embouteillage, puisque chaque véhicule va devoir redémarrer et prendre un certain temps. Et bien là, on a un petit peu la même chose, puisque si jamais on a un blocage quelque part, on voit des entreprises qui vont avoir des délais de livraison plus tardifs, qui vont à leur tour impacter c'est une chaîne ensuite qui se... il y a une interdépendance aussi. Selon vous, d'ailleurs, la plupart des villes ne survivraient pas que quelques jours en fait sans aliments si elles n'étaient pas approvisionnées. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête. Non, on n'a pas assez en tête, et qui plus est des villes de plusieurs millions d'habitants, comme Paris ou n'importe quelle ville en fait, puisque maintenant ces villes d'ailleurs elles ne peuvent atteindre une telle taille qu'en étant dépendantes d'un approvisionnement extérieur, non seulement alimentaire, ça a été bien mis en évidence par notamment les blocages des agriculteurs, mais également pour tout ce qui est consommé quotidiennement. Vous donnez l'exemple des smartphones, des téléphones cellulaires, des téléphones portables qui nécessitent des métaux rares, qui viennent des 4 coins du monde. 80% des principes actifs nécessaires à la fabrication des médicaments sont produits dans 2 pays, la Chine et l'Inde. Vous posez clairement la question de la dépendance aussi. Oui, c'est ça en fait. En fait, ce système marche relativement bien. En tout cas, pour nous, j'insiste aussi en particulier sur une chaîne comme la vôtre pour insister que ce livre se base aussi sur un vécu qui est le mien, c'est-à-dire le vécu d'un pays occidental. Et donc, le mot pénurie est peut-être un peu provocateur parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore subi vraiment, véritablement des pénuries globalisées. Mais il faut bien se rendre compte. Une pénurie de moutarde. Alors voilà, on a eu des pénuries de quelques objets par-ci par-là. Je discutais avec la maquilleuse dans ma loge qui me disait que certains produits, des fois, venaient à manquer dans ses commandes, mais grosso modo on arrive plus ou moins à poursuivre notre quotidien. En revanche, ces pénuries évidemment sont d'une généralité dans beaucoup de régions du monde. En même temps, il y a une prise de conscience puisqu'on entend de plus en plus parler de fin d'abondance. Si on prend des pays comme la France, on imagine qu'en Belgique
Le gouvernement aussi a déjà utilisé ces mots d'économie, de fin d'abondance et de... Oui, avec parcimonie. Maintenant, je pense que ces gouvernements-là utilisent ce terme-là dans une autre acceptation que celle qui me vient en tête en conclusion de ce livre. C'est-à-dire que quand on a du mal à se rendre compte ce que signifie vraiment en fait la fin de l'abondance. Et en fait, la fin de l'abondance, elle est déjà et elle va être progressivement attelée en fait par un manque de ressources, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient minérales, mais également par un manque d'eau, puisqu'on oublie souvent aussi, c'était aussi un des objectifs du livre, c'est de mettre en évidence l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à la fabrication de biens que nous consommons tous les jours. À commencer par l'eau également aussi. Quand on parle de la question de l'eau en cas de sécheresse, je vois justement l'image derrière vous, on pense souvent à il faut économiser de l'eau en prenant des douches moins grandes, etc., moins longues. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la majorité de l'eau que nos sociétés consomment, c'est à travers la fabrication d'objets et ou l'extraction de minerais qui sont nécessaires. Pour fabriquer un jean, par exemple, il faut, pour fabriquer un jean, des litres et des litres d'eau. Il faut des milliers de litres d'eau pour la consommation de viande, pour le numérique et ainsi de suite. Et donc, ce sont des choses qu'il va falloir avoir en tête parce que ces contraintes sont amenées à s'aggraver inévitablement. Et quand je parle de ça, je ne fais pas de temporalité dans le livre, mais en tout cas, ce ne sera pas au siècle prochain. C'est clair que ça va être le 21e siècle, va être celui des limites. Et ces limites sont dépassées principalement par notre surabondance matérielle. Le nucléaire qui remplacerait le pétrole, vous dites que c'est un mirage, c'est une illusion en tout cas. Pourquoi ? Alors, donc, j'aborde beaucoup la question de l'énergie. Ce que j'essaye de dire ici, c'est pas d'adopter une approche idéologique, c'est simplement d'analyser que quelle que soit la source d'énergie, nos systèmes énergétiques vont subir un certain nombre de contraintes. On connaît évidemment les contraintes liées à la raréfaction des énergies fossiles, qui ne signifie pas que nous n'aurons plus de pétrole ou plus de gaz ou plus de charbon, mais simplement que l'extraction de ces ressources vont être plus compliquées et donc plus coûteuses. Et alors beaucoup imaginent en disant mais il suffit d'avoir une autre énergie et de faire ce qu'on appelle une transition énergétique. Et bien en fait l'idée est simplement de montrer que cette transition est complètement illusoire. Déjà c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. On n'est jamais passé d'une énergie à une autre. Au contraire, les énergies s'additionnent. Et quand on parle du nucléaire, j'essaye simplement d'expliquer et de montrer, enfin c'est sur base de recherche évidemment, c'est pas moi qui invente ça, mais que ce secteur-là n'échappe pas à toute une série de contraintes qui vont s'imposer à nos sociétés. On peut penser par exemple à la succession de sécheresses qui sont de plus en plus longues et qui impactent le fonctionnement normal des réacteurs et donc qui impliquent la fermeture plus ou moins longue de ces réacteurs. Donc vous dites en fait qu'on n'a pas changé de paradigme, qu'on pense qu'éternellement on pourra remplacer une ressource par une autre, en profiter éternellement. Votre livre, c'est aussi une critique d'un point de vue économique, notamment sur ce capitalisme mondialisé, vecteur selon vous de ces graves pénuries. Et vous prenez quoi alors ? La décroissance, la démondialisation, et comment ça s'opère concrètement ? Alors oui, donc après cet état de lieu, forcément, je ne pouvais pas laisser le champ libre, le lecteur comme ça sur un constat qui est assez négatif. Mais l'idée, c'est d'abord d'expliquer un peu les causes, ce qui nous a conduit à cette situation. Et donc, vous l'avez bien dit, c'est pas la mondialisation le problème. C'est la surconsommation. En fait, c'est un type de mondialisation essentiellement guidé par les forces du marché qui nous ont élargi les chaînes d'approvisionnement parce que, vous avez parlé des médicaments, c'était plus rentable d'aller produire telle chose dans tel endroit et de profiter de tel avantage de tel pays. Au point d'ailleurs, sur les médicaments, pardonnez-moi, on plaisantait sur l'exemple de la moutarde, mais il a manqué des antibiotiques, mais il a manque manqué encore, des antidouleurs, il a manqué... Il suffit d'aller voir un peu, d'aller chercher un médicament un peu spécial dans sa pharmacie, et les délais sont souvent un peu plus longs qu'il y a encore quelques mois ou quelques années. La cortisone aussi a beaucoup manqué. Par exemple, ouais. Et pour en revenir à votre question, du coup, oui, je propose clairement ce qu'on pourrait dire une démondialisation, c'est un terme provocateur, mais en tout cas, on questionne un peu et relocaliser des choses qui déjà le cas. Ce questionnement, il existait en post-Covid. Tout le monde disait déjà, on va relocaliser précisément sur la question des médicaments. C'est qu'en fait, pardonnez-moi de vous dire, votre livre est hyper intéressant, sauf qu'on est J+4 ans. Oui, mais le problème, c'est que ça n'a été essentiellement que des mots. Et en fait, le problème, c'est que nos gouvernements sont incapables de remettre en question le fonctionnement libéral de notre économie. Et le problème, c'est qu'évidemment, en laissant les forces libres aux grandes entreprises, ces entreprises-là n'ont aucun intérêt à relocaliser certains secteurs. Et donc, il va falloir nécessairement une prise de conscience à la fois collective et politique pour réenvisager des politiques d'autonomie et également des sorties du libre-échange, puisque on le voit aussi avec l'agriculture, ce sont aussi le libre-échange et l'absence de contrôle pour les différentes marchandises qui nous conduisent également dans cette situation. Et quand vous avez parlé de décroissance, c'est évidemment quelque chose que je souhaite. J'insiste bien aussi sur le fait que la décroissance, et ça a été théorisé par d'autres que moi, ce n'est pas uniquement la réduction du PIB, c'est simplement questionner l'utilité sociale de nos productions. À partir du moment où on acte que nous allons manquer de matières
matières premières, énergétiques, hydriques, etc. pour fabriquer différents produits. Il va falloir nécessairement arbitrer les choses et ça pose la question de qu'est-ce qu'on produit, pour qui et pourquoi. Et donc ça implique de basculer dans un autre modèle où on ne cherche pas simplement à gagner quelques points de PIB, mais on essaye de réserver les ressources qu'il nous reste à des secteurs qui sont vecteurs de bien-être pour une majorité. Mais ça peut être subjectif, ça peut être socioculturel. Oui. Vous, connaissant la Belgique par exemple, vous enseignez dans un village, qu'est-ce qui vous paraît autour de vous justement qui pourrait entrer dans ce champ de la décroissance? Il y a évidemment des choses qui sont subjectives et d'ailleurs ce livre n'est pas un plaidoyer politique et je pense que c'est aux populations elles-mêmes de décider collectivement en se réappropriant un peu toute une série de secteurs ce qui est bien ou ce qui est mal pour eux. Maintenant, je pense qu'il y a certaines choses qui sont clairement universelles et je ne pense pas que je me mouille en disant que des soins de santé de qualité, que une alimentation également de qualité qui respecte les écosystèmes, etc. sont des choses qui pourraient être des vecteurs collectifs et qui pourraient aussi impulser des changements beaucoup plus radicaux. À l'inverse, je ne suis pas sûr que la 5G soit vraiment un progrès pour une majorité des gens. Je ne suis pas sûr que les Jeux Olympiques, comme ils se préparent, soient vraiment une bonne chose pour les Parisiens. Je ne suis pas parisien, j'en sais rien. Mais il y a la crise agricole. On a vu des tracteurs hier à Bruxelles encore, du côté de la Belgique et un peu partout en Europe. La question de la viande s'est posée en France. Je ne sais pas si en Belgique, elle se pose également, de la consommation de viande. Typiquement, ça, c'est une question pour vous que vous trouvez pertinente ou pas? Alors évidemment, puisque c'est clair que nos sociétés consomment trop de viande. Après, je ne suis pas non plus dans une optique culpabilisatrice. Il faut savoir également aussi pourquoi, quelle viande on consomme, pourquoi est-ce que les gens consomment tant de viande, etc. Donc, mais c'est clair que si on prend uniquement écologiquement et uniquement du point de vue des ressources énergétiques et des ressources hydriques également, puisque la consommation de viande nécessite des grandes quantités d'eau, notamment à travers l'alimentation du bétail, ces choix en fait vont devoir se poser. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc en fait, cette idée de décroissance, elle va arriver en tout cas clairement, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un manque et la grande question maintenant est de savoir comment est-ce que nous allons gérer le manque. Soit nous le gérons de façon libérale comme c'est en train de se faire, c'est-à-dire c'est l'argent qui va guider les arbitrages, soit on va la gérer de façon beaucoup plus démocratique et de nouveau axée sur le bien-être de la majorité et pas uniquement sur la rentabilité et la croissance de l'économie. Merci beaucoup Renaud Duterne. Pénurie, merci quand tout vient à manquer, c'est aux éditions Payot. Merci d'être venu nous parler donc de ces pistes de réflexion sur ces sujets cruciaux par les temps qui courent.